Pendant que Maria Sol s'installe, donc je vais présenter son intervention. Donc elle va nous parler d'une intervention dans une entreprise de l'industrie automobile, dans le secteur de l'industrie automobile, et une réflexion sur les démarches d'amélioration continue et la place de l'intervention en ergonomie dans une perspective constructive dans ce contexte-là. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour ma première participation au rendez-vous de l'ergonomie du CNAM Pays de la Loire. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager un bout de ce que j'ai pu faire dans le travail sur le déploiement du Lean Management. Par rapport au programme, vous verrez que j'ai un petit peu modifié le titre de ma présentation, donc c'était un petit peu volontaire. L'idée étant plutôt d'élargir en préparant la présentation, je me suis rendu compte que le propos allait au-delà quand même de l'intérêt uniquement du rôle de la prescription et de la conception de la prescription dans une organisation. Et donc j'ai intitulé ma présentation « Les démarches d'amélioration continue » comme un moyen de conception du travail dans une perspective constructive qui bien sûr se pose sous forme d'une question puisque comme vous le verrez, c'est pas aussi évident que ça de pouvoir affirmer ceci. Donc, l'intervention que je vais vous présenter est une intervention qui a été réalisée dans le cadre de ma thèse qui était réalisée dans un partenariat entre le CNAM et l'entreprise PSA Peugeot Citroën. Cette thèse, elle s'est réalisée entre 2010 et 2013 et elle faisait suite au déploiement du Lean Management donc, dans l'entreprise automobile qui, pour ne pas rentrer trop dans le détail déjà, était représenté par tout un ensemble de principes de production, de principes de conception des situations de travail. Et donc c'était un système de production qui a posé beaucoup de questions aux ergonomes lorsqu'il a été déployé. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des débats qu'il y a eu environ en 2010. Il y avait eu un premier papier de Fabrice Bourgeois sur l'interpellation des ergonomes suite au déploiement massif du Lean Management dont un ensemble d'entreprises. Et donc dans ce cadre-là, j'ai été donc ma thèse a eu pour objectif, on va dire, de mener une réflexion en parallèle au travail d'intervention des ergonomes, puisque l'équipe d'ergonomes de PSA, une équipe qui à l'époque était composée d'une 50aine d'ergonomes en usine et en projet conception. Et l'idée était donc d'avoir une réflexion sur les effets de ce mode d'organisation et sur les possibilités de faire de l'intervention ergonomique avec, en parallèle, du Lean Management. Donc, pour présenter brièvement les principes d'une production Lean, donc c'est ces principes-là qui vont guider la suite de mon intervention et la suite de ma présentation. On peut se focaliser sur l'objectif premier du Lean Management qui est l'optimisation du flux de la production pour réduire les temps de production. Donc ce flux de production, il est premièrement défini à partir de la demande, donc à partir de la demande du client. L'optimisation de ce flux se fait par une identification des meilleures façons de faire et une standardisation de ces pratiques qui visent globalement l'élimination de ce qui est appelé des gaspillages ou non-valeur ajoutée pour le produit. Donc l'élimination de toutes les opérations, de toutes les actions, de tout ce qui se ferait, qui n'apporte pas de valeur ajoutée du point de vue du client. Donc dans une entreprise automobile, ça serait toutes les opérations qui n'apportent pas une transformation concrète au produit qui est le véhicule.
Et cette démarche d'amélioration se fait sous forme de démarche participative et de façon continue. Dans ce processus de production, ce qui a marqué pour beaucoup l'intervention de l'ergonome, c'est les effets contrastés qui ont pu se produire, puisque d'un côté, il y a eu une augmentation rapide de la productivité. Donc en effet, une entreprise qui met en œuvre une démarche Lean voit ses temps de production réduits, peut voir des non-qualités réduites, des espaces de travail réduits, mais en même temps, et ce n'est pas uniquement les ergonomes, mais d'autres disciplines qui se sont intéressées au travail et à l'activité, ont constaté rapidement, quand je dis rapidement, c'est des années 90, quand il y a eu les premières applications dans les entreprises automobiles aux États-Unis, des atteintes à la santé des salariés. Donc, dans le cadre du déploiement de ce système de production, et pour apporter un petit bout de réponse à l'entreprise qui souhaitait développer une réflexion sur l'apport que pouvait avoir l'ergonome dans ce système de production, j'ai décidé de m'intéresser aux enjeux de la prescription, puisque, comme je l'ai dit, pour le Lean, la transformation, l'amélioration se fait par cycle court et itératif d'amélioration du standard et donc de la prescription du travail. Ainsi, donc, je me suis posé la question de l'enjeu de cette prescription dans une organisation Lean. Cet enjeu est l'optimisation de la performance qui passe dans cette organisation par une maîtrise de la variabilité et s'intègre dans une démarche d'amélioration continue dans laquelle l'opérateur a une injonction à respecter le standard de travail tant qu'une meilleure façon de faire n'a pas été définie, puisque dans cette perspective, par un respect du standard, il y aurait une mise en lumière des dysfonctionnements et donc de ces sources de variabilité que le Lean cherche à maîtriser. Donc, à cette première conception de la prescription du point de vue du Lean, j'ai voulu mettre en parallèle, en perspective, une prescription du point de vue de l'ergonomie. Et comme vous l'avez compris, en intégrant cette étude dans une visée d'ergonomie constructive, je me suis posé la question de ce qui serait une prescription, donc un standard de travail capacitant. Dans ce sens-là, j'ai pu définir ce qui serait une prescription capacitante comme une prescription qui, comme pour le Lean, participe à l'optimisation de la performance globale, mais dans une visée un peu différente, puisque dans cette perspective, une prescription capacitante serait une prescription ressource pour le développement de l'activité. Autrement dit, une prescription capacitante serait une prescription adaptable et adaptative, dans le sens où elle s'adapte à la variabilité des situations de travail et elle évolue au cours de l'expérience professionnelle. Donc ce double aspect adaptable et adaptatif sont des aspects que j'ai repris des travaux qui ont été faits notamment par Pierre Rabardel sur la construction du SHEM, le développement de SHEM, qui eux-mêmes étaient issus des travaux piagétiens. Dans cette perspective d'un standard ou d'une prescription qui serait adaptable et adaptative, on peut se poser la question du processus par lequel on pourrait concevoir ce standard-là. Et dans le cadre de cette intervention, j'ai voulu inscrire cette construction au sein d'un processus de débat des règles du travail avec une contribution effective des opérateurs à cette conception. En posant les questions pour traiter le Lean de cette façon-là, la réformulation, pour le dire ainsi, de la demande initiale qui m'a été posée est passée du traitement de plaintes floues, puisque à l'origine,
un des enjeux était de comprendre pourquoi les opérateurs dans cette usine automobile se plaignaient de postes qui, par ailleurs, étaient des postes légers, au sens de la contrainte physique, énergétique et biomécanique, pour aller vers une intervention orientée par une ingénierie du dialogue sur le travail. Donc, ce choix a été possible à ce moment-là, puisque dans l'entreprise, et puis au-delà aussi dans tout un ensemble d'écrits qu'il y a eu à l'époque, il y avait un consensus sur le rôle des opérateurs dans l'amélioration continue. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait impliquer directement l'opérateur qui était au poste dans ces processus d'amélioration des situations de travail. Il y avait également une place primordiale qui était accordée au terrain, ce qui était un peu en rupture par rapport à des formes plus traditionnelles de conception où on a des bureaux d'études ou des pôles ingénierie qui vont penser et concevoir le travail et des opérateurs qui vont le réaliser. Et avec donc cette approche du Lean qui dit que le terrain est le lieu où la valeur est créée, on a pu s'insérer justement dans cette ingénierie du dialogue sur le travail. Enfin, une autre opportunité aussi s'est posée à nous, puisque dans les premières tentatives de chantier d'amélioration continue dans un des sites dans lequel je suis intervenue, les effets qui étaient attendus de ces démarches-là avaient été très décevants. Et donc, les managers qui étaient en charge de mettre en place ou de déployer le Lean étaient ouverts à d'autres façons de faire pour améliorer cette intervention des opérateurs. Donc, cette ingénierie des espaces des débats sur le travail suppose, de mon point de vue, une condition qui est d'outiller le dialogue sur le travail. Et donc, pour creuser cette question de comment outiller les opérateurs pour parler du travail, j'ai fait un peu comme Fabien tout à l'heure, je suis allée voir dans l'histoire de l'ergonomie ce qui avait déjà été fait ailleurs, puisque c'est pas récent cette question de vouloir donner aux opérateurs la possibilité d'analyser et de parler de leur travail. Et donc, je suis allée voir les travaux qui étaient faits par Antoine Laville et Catherine Tégère à partir des années 70 auprès de groupes syndicaux dans les usines qui visaient à donner à ces délégués syndicaux, à ces opérateurs, des capacités d'agir sur la transformation des conditions de travail. Et dans cette littérature, donc, il y a eu deux dimensions qui m'ont intéressée, qui étaient d'une part l'acquisition et la maîtrise des connaissances, des savoirs, des savoir-faire généraux et spécifiques sur la situation de travail et sur la façon d'analyser le travail. Donc, une première partie qui était plutôt de la formation à l'analyse ergonomique du travail, et une deuxième partie orientée vers l'action, puisque cette capacité d'agir dépend également de la mise en œuvre de toutes ces connaissances dans le rapport au travail. Ainsi, comme Antoine Tégère et Antoine Laville et Catherine Tégère l'avaient résumé, c'est à partir des connaissances et des représentations initiales du travail, donc à partir de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux dire de ce que je fais, qu'est-ce que je pense que je fais, alimenté d'un ensemble de connaissances sur l'analyse du travail, que vont s'étayer les processus d'acquisition et de transformation des situations de travail. Et donc, c'est tous ces travaux-là qui ont été faits sur la capacité d'agir des opérateurs qui ont alimenté l'intervention que je vais vous présenter tout de suite.
Donc cette intervention s'est déroulée pendant 3 mois dans le cadre de la thèse, et elle a débuté, donc ça c'était avant les 3 mois, pardon, elle a été débutée par un premier groupe de travail entre ergonomes. Donc c'était un groupe de travail qui a été fait avec 6 ergonomes internes de l'entreprise, dans lequel on cherchait déjà à comprendre comment on pouvait donner cette capacité d'agir aux opérateurs pour la transformation des situations de travail à l'occasion des chantiers. Donc ce groupe de travail s'est organisé en trois temps. Un premier temps qui a été la construction de REX, de retours d'expérience, sur les chantiers. Donc ces retours d'expérience ont été organisés par un des ergonomes du groupe sous la forme d'évocation de récits. Donc l'ergonome avait construit une sorte de guide de questions et nous interrogeait sur les expériences qu'on avait eues auparavant dans ces chantiers-là pour construire une diversité de récits, d'expériences, puisque c'était différentes usines, différents périmètres de chantier. Et on nous demandait également d'apporter des traces sur ces chantiers-là. Donc les traces pouvaient être des documents qu'on avait remplis pendant les chantiers, ça pouvait être des photos, par exemple, des avant et après transformation du poste. Donc toutes les traces qu'on pouvait avoir sur ces chantiers-là. Un deuxième temps de travail a été sur l'analyse des documents de référence. Donc, dans ce groupe de travail, on a repris tous les documents internes qui décrivaient ce que c'était un chantier Lean, qui décrivaient ce qui était attendu d'un opérateur dans ces chantiers, le processus du chantier, et on a essayé de mettre à plat tous ces documents-là pour identifier à quel moment, effectivement, on pouvait nous intégrer ces formes d'analyse du travail avec les opérateurs et ces formes de formation des opérateurs à l'analyse du travail. Et donc, dans un troisième temps, le résultat du REX et de l'analyse documentaire a été la production d'une formation action. Donc, c'était une formation action qui n'avait pas on va dire, une ambition d'être déployée en très grand nombre. L'objectif était de créer un support vraiment accessible aux opérateurs et qui soit déployé en amont du chantier, dont l'objectif de ce support était d'une part de leur permettre d'identifier dans l'analyse du travail qu'ils pouvaient mener, comment savoir qu'on a besoin, on parle toujours de marge de manœuvre, il faut donner des marges de manœuvre, mais comment l'opérateur peut, dans une difficulté qu'il retrouve à son poste, identifier qu'il a besoin de marge de manœuvre, comment il va formaliser ça, comment il peut exprimer ça, en prenant son travail comme objet d'analyse. Et comment mettre en rapport cette analyse avec des évolutions de transformation qui peuvent se faire à son poste. Donc ça, c'était le groupe de travail qui a été fait, on va dire, en parallèle de l'intervention. Donc, en partant de ce groupe de travail et puis en intégrant l'intervention dans les enjeux de conception d'une prescription capacitante, un deuxième temps de l'intervention a été ce qu'on peut appeler communément la construction sociale et stratégique de l'intervention. Et je pense que cette partie, elle est vraiment importante parce que je crois que sans ce travail de construction sociale et stratégique, ce qu'on a mis en œuvre n'aurait pas pu être possible.
Dans cette construction, il y avait d'un côté la direction de la production industrielle qui avait le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Ils avaient exprimé un besoin en termes d'amélioration de la performance et de l'efficacité des postes de travail. On avait la direction du système de production qui, dans le cadre de cette intervention, prenait le rôle d'une maîtrise d'ouvrage, puisqu'ils apportaient une réponse, une façon de répondre à ce besoin d'amélioration de la performance et de l'efficacité des postes de travail. Donc ces deux niveaux se situent au niveau de l'usine, pas au niveau groupe, et ils ont permis donc d'avoir un pilotage stratégique et opérationnel de l'intervention. Un deuxième groupe de travailleurs était le management de proximité, qui était le représentant de cette maîtrise d'ouvrage et qui avait le rôle pour le chantier de pilote du chantier et donc qui était garant de la formulation des besoins. C'est-à-dire qu'à partir d'un besoin exprimé d'amélioration d'efficacité des postes, le pilote du chantier déclinait cet objectif en objectifs plus spécifiques de santé, de qualité, de coût, de délai associés à un poste de travail. Et enfin, l'intervention a été construite également avec l'animateur du chantier qui, lui, était un représentant de la maîtrise d'œuvre et qui était garant de la conduite du chantier en respectant les démarches d'un chantier ligne. Donc, une fois qu'on avait négocié les conditions de l'intervention, on a pu mettre en œuvre la formation à l'analyse ergonomique du travail et l'éco-analyse de l'activité avec les opérateurs directement issus de ce groupe de travail anti-ergonome. Cette formation, elle était principalement en trois temps. Un premier temps qui était sans l'opérateur, donc c'était l'ergonome qui faisait un diagnostic de la situation de travail. À partir de ces diagnostics de la situation de travail, on a organisé des co-analyses du travail avec l'opérateur et c'est à ce moment-là que le pré-diagnostic donc, était utile, puisque dans l'accompagnement de l'analyse avec l'opérateur, il était possible de reformuler certains des éléments que l'opérateur apportait et aussi d'intégrer d'autres éléments d'analyse, puisque le diagnostic initial était fait avec une diversité d'opérateurs et donc on pouvait à chaque opérateur de façon individuelle lui donner des indications sur d'autres façons de faire, par exemple, qu'on aurait pu voir avec d'autres opérateurs. Et enfin, à partir de ce diagnostic et de cette co-analyse avec l'opérateur, on formalisait des situations d'action caractéristiques avec l'opérateur. Ces situations étaient essentiellement les situations qui étaient pour l'opérateur les plus complexes à gérer, donc les plus complexes ou les plus difficiles, et aussi les situations qui étaient les plus communes. Et là, je n'ai pas une photo, mais cette formalisation se faisait tout simplement sous forme de post-it qu'on préparait avec l'opérateur et que l'opérateur, ensuite, une fois qu'on les avait écrites ensemble, gardait de côté et qu'il ramènerait donc dans la dernière phase de l'étude qui était le chantier à proprement parler. Donc le chantier ou, comme on l'appelle dans le jargon du Lean, les journées intensives, puisqu'avant on est en préparation et là c'était les journées intensives. Donc le chantier, il concernait un poste de travail qui s'appelle, dans une unité de ferrage, qui s'appelle le poste podium. C'est un poste de contrôle de la qualité des pièces qui ont été contrôle de qualité de points de soudure qui ont été réalisés par
par des robots en amont du poste. Il a impliqué le responsable de l'unité, donc le pilote, le conducteur des installations, qui a plutôt un rôle de technicien, qui va plutôt connaître le fonctionnement, par exemple, des automates. 2 opérateurs, l'animateur ligne et le responsable qualité. Donc je vais passer plutôt au résultat de cette démarche-là, qui vont permettre donc d'illustrer ce que ce dispositif a permis de produire. Voilà, donc là c'est une photo pour illustrer à quoi ressemble ce poste-là. Peut-être quelques mots pour le présenter. Donc c'est un poste dans lequel il y a environ 1000 pièces qui sont à contrôler tous les jours. Pour chacune des pièces, il y a un ensemble de points à contrôler, par exemple des inserts gonflants, des bosses sur la tôle, des rayures. Et pour faire tous ces contrôles, l'opérateur dispose d'une diversité de documents qui sont affichés au poste et pour lesquels le responsable d'unité trouve qu'il y a un peu de désordre, il y a un peu des informations qui sont redondantes, et donc il souhaite rendre accessible à l'opérateur ces informations pour le guider dans son contrôle. Donc ça, c'est l'objectif qui a donné lieu à ce chantier-là. Pour l'analyse, ce que nous avons fait, c'est que nous avons enregistré ce qui s'est passé, vu qu'on est sur les façons d'outiller le dialogue sur le travail. Donc il fallait, à l'issue du chantier, de pouvoir analyser ce qui se passait concrètement quand on parle du travail dans un chantier, quand on est outillé pour parler du travail, de quoi on parle. Et la méthode d'analyse était une méthode que j'appelle développementale, est une méthode qui vise à reconstruire a posteriori les formes de mise en débat du travail. Et pour cela, je m'étais appuyée sur les travaux notamment de Flore qui est ici, qui décrit la construction du débat sur le travail comme une construction entre des scénarios de prescription, c'est-à-dire un scénario de prescription concrètement, et quand dans une phase de discussion sur la conception d'un poste, on apporte des éléments sur la future situation de travail, donc des éléments de conception. Et les scénarios d'action renvoient quant à eux à la discussion sur les effets du travail de cette conception-là. Et donc, j'ai cherché à identifier comment cette prescription et cette action s'articulent dans un débat sur le travail. Donc, les principaux résultats ont concerné la création d'un espace de débat de règles du travail, puisque, effectivement, ce dispositif a permis d'élaborer de façon collective des problèmes de conception et d'enrichir le champ du travail du chantier. Je vais l'illustrer par un tableau juste après. Ça a permis aussi de mettre en évidence une variabilité qui était discutée et non plus cachée et qu'on ne cherchait pas à éliminer, et avec également une dimension d'apprentissage mutuel, puisque le fait d'avoir eu les opérateurs pendant toute la durée du chantier et leur avoir présenté ce qui avait été construit par d'autres opérateurs en amont du chantier a permis de mettre en évidence un ensemble de stratégies variées que je montrerai aussi. Cependant, un autre résultat concerne les limites de ce dispositif, puisque les objectifs élargis du chantier, donc ce débat sur le travail et sur la variabilité, dépassaient les possibilités réelles du chantier et de ce qu'on pouvait réellement mettre en œuvre à l'issue du chantier. Autrement dit, la variabilité qui était remontée, donc par exemple ces différentes façons de faire, se heurte aux objectifs du chantier, aux objectifs définis par le Lean, qui étaient la standardisation et les bonnes pratiques. Donc comment définir un standard commun, donc une prescription commune,
quand il y a toute une diversité de pratiques qui est mise en évidence. Donc pour illustrer l'enrichissement du champ du travail, je vous présente rapidement ce tableau qui retrace l'ensemble des thèmes qui ont été abordés pendant le chantier. Ici, le thème du 1 au 10, c'est les thèmes qui sont vraiment inhérents à la démarche Lean. C'est-à-dire que dans cette démarche chantier, il y a tout un ensemble de sujets qu'il faut traiter. Par exemple, mesurer les temps de cycle de travail, mesurer des déplacements, identifier des anomalies. Donc tout un ensemble de thèmes qui ont représenté environ 36% du temps d'échange lors du chantier. Et ensuite, les thèmes de 20 à 29 concernent les transformations des situations de travail qui ont été effectivement actées. Donc là, je me centre uniquement sur les thèmes 11-19 qui sont des thèmes qui dépassaient les thèmes qui étaient initialement prévus par le chantier et qui concernaient justement cette identification de différentes façons de faire des opérateurs, comme par exemple des discussions qui ont été établies sur la procédure, sur le traitement d'une pièce qui n'est pas conforme, où finalement on est dans un poste de contrôle de la qualité et on s'est rendu compte que l'ensemble des opérateurs, puisqu'il y en avait qui étaient présents au chantier, mais il y en avait qui avaient participé aux co-analyses avant, avaient des stratégies très différentes de comment ils identifiaient, comment ils classaient et comment ils faisaient suivre ces non-conformités en aval. Et le deuxième... Oui, 30 minutes j'ai fait. Le deuxième thème, et je vais finir avec ça, c'est l'identification des zones stratégiques de paluchage. Et je vais illustrer ça avec un petit dialogue pour finir ma présentation. C'était le moment du chantier donc, dans lequel on devait identifier la façon de repérer une norme de qualité sur la pièce avec une technique qui s'appelle le paluchage, qui consiste à toucher la pièce pour voir ses bosses. Et donc, l'animateur, il dit, oui, ce matin, l'opérateur, il change de main, mais il fait même du rab, c'est-à-dire qu'il passe trop de fois. Il n'a pas paluché, il n'a pas fait du côté entre les deux bras de la balancelle. Donc, l'ergonome. Est-ce que pour vous aussi, celui-là, il est plus... Okay. Est-ce que c'est mieux? Le gauche, oui, je vais moins vite à le faire que le droit. Puis moi, je paluche pas au-dessus entre les deux, dit l'opératrice. Donc, elle fait différemment. L'animateur, oui, c'est normal, il n'y a pas à le faire. L'opératrice, ah bon, il n'y a pas à le faire? Et l'animateur, on verra la gamme demain. L'opératrice, ah ben, c'est parfait alors, j'étais dans la gamme, c'est pour ça qu'on m'a jamais rien dit. Et l'animateur, donc j'ai jeté un œil sur les gammes, l'ergonome, mais comme disait Jean-Paul aussi, ça serait pas mal demain qu'on puisse voir les différents défauts qu'il y a. Je ne sais pas depuis un mois ou je ne sais pas quand pour voir à quel niveau il se situe ces défauts. Et l'animateur, à quel niveau et puis à quelle fréquence. Donc, l'opératrice, de toute façon, les défauts, c'est toujours à peu près les mêmes. Et l'animateur, c'est Astrid, la responsable qualité, qui doit relayer les récaps, je pense. Et donc là, on arrive au moment important. L'opératrice, parce que moi, ce que je fais surtout attention, c'est les endroits, comme on dit, stratégiques, comme les ailes cassées, les choses comme ça. C'est ce qui revient le plus souvent et tu dois être plus vigilant sur les choses comme ça. Et ensuite, il y a eu toute une discussion qui a duré, donc ça peut paraître très peu, 36 minutes, donc c'était à peu près 7% des temps de parole, sur toutes ces stratégies pour faire le contrôle de qualité, mais qui, à l'issue de chantier, n'a pas pu être transformée en une action concrète, puisque ça a dépassé
l'objectif qui était de définir une bonne pratique. Et donc, dans ce chantier-là, on a été confronté à tout un ensemble de pratiques qui sortaient d'une définition d'un standard unique, et donc on n'a pas pu l'intégrer. Pour conclure, en fait, je voudrais mettre en lumière ces résultats au regard à nouveau d'une rétrospective un peu historique qui est le projet de l'entreprise moderne. Donc quand je parle du projet d'entreprise moderne, c'est l'entreprise telle qu'elle a été constituée à la fin du XIXe siècle, qui s'est organisée autour de trois principaux traits caractéristiques qui étaient une dynamique de création collective, qui était nourrie par l'esprit de progrès technique et qui visait le développement de nouvelles capacités d'innovation. Un espace de travail collectif organisé pour des apprentissages collectifs sur le long terme et dans lequel l'espace de travail était vu comme un espace de coopération et d'organisation et de transformation également des individus. Et cet espace qui pouvait être créé parce qu'il y avait une nouvelle forme de l'autorité de gestion qui reposait sur une légitimité technique et professionnelle de ce qu'on appelle aujourd'hui le manager et ses capacités à mettre en œuvre des activités innovantes et créatrices en commun. Et pourquoi je reviens sur ces trois principaux points ? C'est parce que si on se base sur ce projet de l'entreprise moderne, ces chantiers Lean pourraient effectivement avoir une visée transformatrice, une visée de création collective dans un espace collectif organisé dans lequel ce responsable d'unité qui prend la forme du manager à l'occasion de ces chantiers-là, du pilote, représente une forme d'autorité, mais qui finalement, dans ce chantier-là, si on peut identifier un maillon faible, et que la formation préalable s'est centrée uniquement sur les opérateurs, et on a laissé complètement de côté ce responsable d'unité, donc ce manager-là, alors que c'est lui, finalement, si on vient en arrière, qui a le rôle de mettre en commun ses contributions individuelles dans cet espace collectif organisé. Et donc, pour conclure, cette intervention, si j'avais à la faire aujourd'hui, je pense que je recentrerai cette analyse pour m'intéresser dans un premier temps à ce responsable d'unité qui serait lui à même de relayer cette capacité à agir et à transformer les situations de travail auprès de ses opérateurs. Voilà, merci.